Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vilain tacle. BetClick, le sport partout. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, bonjour à tous les Papouais. Très heureux de vous retrouver pour partager cette 153e session de dépaporisation. Ma joie est encore plus grande quand je sais que le Barça a été éliminé. Je fais un coucou à mon frère Arsenal. Arsenal, ça va aller bien au Real de Madrid, ça va te faire du bien. Et je suis très heureux, très heureux. Puis des Papouas sont magnifiques, Goli et tout ça. C'est moi, DJ Moulou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Capo, di tutti capi. Agbaré en ville. Et Agbaré en ville. On fait comment? Bonjour à monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la défaite du Barça. Bonjour, Ozone. Bonjour, monsieur le président. La forme, Ozone? Toujours. Je sais que tu n'es pas football et tout. C'est quoi ton sport préféré, Ozone? La culture. La culture? D'accord. En quoi en particulier? Ah, c'est tout. Tout, hein? La musique, les arts visuels, tout. Sinon, le sport, moi, je fais du sport. C'est quelle discipline? Je fais de... La cali et... L'haltérophilie? Tout. Pourquoi l'haltérophilie? Je fais de la lutte villageoise. De la lutte villageoise, d'accord. Et on peut se battre. D'accord. Dirigez vos regards vers cette femme. C'est le regard perçant. My blonde. Splendide. Du rouge et du noir. Oui. Du rouge et du noir. Oui, dans la couleur de l'amour. Ouais, Zogodans, oui. L'amour et la haine. Le noir, c'est la couleur de l'amour aussi. Tu es seul. Avec ce corps de rêve que tu as là, tu ne fais pas de sport? C'est l'anniversaire de Je suis un homme Chérol. béni. Bon anniversaire, Chérol. Elle est stagiaire à LCI Reportage. Bon anniversaire à toi, ma chérie. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Et puis, de la force à toutes les personnes qui ne se portent pas bien, à toutes les personnes malades. Showbuzz, pense à vous. On démarre tout de suite avec l'image du jour. Ce mardi, à Poutchou National s'est rendu chez Michel Boiri, légende du cinéma ivoirien au kilomètre 17. Affaibli par la maladie, l'acteur a donné de ses nouvelles. On l'écoute. J'ai traversé un moment, je ne vais pas dire un peu, mais très difficile. Et grâce à la réaction de personnes de bonne volonté, de nos autorités, des gens aussi réactifs que toi, je pense que je suis sorti de la zone rouge. Mais là maintenant, je suis en pleine rééducation, en convalescence. Donc ça va de mieux en mieux. Il n'y a pas eu de tapage sur le mal dont souffrait Michel Boiri. Ça vous inspire quoi comme commentaire, Mimi? Ce que je peux dire, c'est que Boiri, d'abord, c'est quelqu'un de très discret. C'est vrai qu'il a ses pages sur les réseaux, mais quand il sort, c'est pour publier des choses qui concernent le cinéma ou soutenir Digbe, ses collègues et tout. Mais si il n'y a pas eu de tapage, peut-être que certaines personnes du grand public ne savaient pas, mais dans son entourage, dans le milieu du cinéma, les gens savaient. Moi, par exemple, je savais depuis quelques années. D'abord le fait qu'il ait perdu du poids depuis un moment. On savait qu'il était malade, mais qu'il se maintenait. Il faisait des examens, tout ça, il se maintenait. C'est dernièrement qu'il a chuté et que tout le monde a commencé à parler de ça. Sinon, c'est quelqu'un qui est dans son coin, qui n'aime pas trop de tapage. Voilà. C'est sûrement ce qui a fait que les gens n'ont pas voulu étaler ça trop sur les réseaux. C'est un choix aussi, hein. C'est un choix. Il y a des gens qui n'aiment pas trop étaler le mal dont ils souffrent. Donc ça peut être un choix, je pense que c'est un choix. Mais il y a eu des pages quand même qui ont donné l'information. Mais c'est pas comme si l'artiste avait fait une vidéo ou un direct sur TikTok pour dire ben, venez à Moscou, je suis malade. Non, il n'a pas fait ça. Il s'est soigné tranquillement. Et puis, comme il a dit dans l'élément, il est en pleine convalescence. Donc, c'est forcément un choix. Oui, c'est un choix, tu l'as dit, ça montre la personne de qualité qu'il est, Michel Boiri, tu l'as dit. Monsieur très discret, même dans la maladie, il est resté digne jusqu'à ce que
l'information soit sûre de tout le monde. Donc, moi, ça me déchire, moi, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur de voir Michel Boiri, qui nous a régalé... Légende du cinéma, qui nous a régalé sur les écrans, qui est connu partout en Afrique. Et comme disait quelqu'un, l'ennemi de l'homme, c'est la maladie. Vraiment, ça me fend le cœur. Alors, à son tour, Apuchu National a dévoilé les raisons de sa visite à son hôte. On l'écoute. Si je suis sur toi, je ne suis pas venu dans le but de montrer aux yeux du monde entier que ça ne va pas chez toi. Je suis venu en tant que petit-fils. Je viens de la part de ceux que j'appelle les missionnaires. Ils sont des Africains qui t'ont vu à travers nos différents postes télévisuels. Papa, tu es rentré dans le cinéma depuis les années 90. C'est plus de 30 ans au service de l'Afrique. Et durant ces 30 années au service de l'Afrique, je n'ai pas vu une seule vidéo, un seul commentaire ou un post où tu aurais dit dans ce poste-là que ça ne va pas chez toi et que les Ivoiriens ou les Africains n'ont qu'à venir t'aider. On t'a vu comme étant un homme debout. Et debout, tu resteras jusqu'à ce que Dieu puisse t'enlever sur cette terre. Mais nous, tes petits-enfants, là, on ne peut pas te laisser dans cette maladie-là. Et puis ne pas venir t'honorer. Ce n'est pas possible. Papa, permets-moi et à tous les missionnaires pour que nous puissions ne serait-ce que t'offrir une maison digne de ce nom. Une maison de ton rang. Parce que oui, tu es un homme de rang, de haut calibre. Apuchu National a attendu d'avoir l'accord de Michel Boiri avant de lancer la cagnotte. Alors, quelle leçon peut-on en tirer, Mimi? La leçon est que même si quelqu'un est dans les difficultés et que tu veux apporter secours à cette personne, il faut attendre que la personne donne son accord. Parce que la situation qu'il traverse peut être complexe, peut être un peu bizarre. D'ailleurs, Apuchu, il a demandé la permission, l'accord de Boiri, parce qu'il est venu trouver Boiri dans une maison. C'est une belle maison, le cadre est sain, il est bien vêtu, il n'a pas faim, on sent qu'il est en train de se remettre. Il a dit qu'il se remet, mais il vit bien. Mais seulement que Apuchu veut le meilleur pour Boiri. Normalement, c'est l'honorer en quelque sorte. L'honorer en quelque sorte. Et donc, il demande la permission à Boiri de pouvoir faire un geste pour lui. C'est normal. D'accord. Ozone, Afrique Bamba, quelle leçon peut-on en tirer? Déjà, la démarche de Apuchu National est d'une noblesse et d'une élégance incomparable. Quand tu vois comment il vient s'asseoir auprès de celui qu'il appelle son grand-père, puisqu'il dit nous, tes petits-fils, ça démontre l'éducation déjà de Apuchu National. Et puis, la leçon qu'on peut en tirer, c'est déjà ça, d'abord l'éducation de Apuchu National, l'approche d'Apuchu National qui est vraiment extraordinairement positive, tu vois. Et puis prendre l'accord d'abord de son grand-père, donc de la légende Boiri, je veux dire, c'est un bel exemple à suivre. Bel exemple, très beau geste. On parle de Michel Boiri, c'est pas n'importe qui. Il faut saluer déjà la volonté de Apuchu de vouloir aider un pépé, un acteur du cinéma africain. C'est cette volonté-là. Il n'était pas obligé, tu vois, il a ses activités et tout ça, mais vouloir apporter son soutien à une légende comme Boiri, c'est vraiment à saluer. Alors, qu'est-ce que cette deuxième cagnotte, après celle de Fortuné à Kakpo, révèle sur l'état réel du soutien aux pionniers du cinéma ivoirien, aux zones Afrique Bamba? Cette affaire ou ces affaires mettent la lumière sur une certaine réalité, sur la précarité de l'écosystème même du cinéma ivoirien qui a été décrié par certains acteurs ici sur le plateau et même sur les réseaux sociaux. On a vu qu'à un moment donné, les acteurs, dans leur quasi-totalité, ont décidé de lever la voix pour que les gens prennent conscience de leur réalité. Voilà, aujourd'hui, comme on le dit clairement, il n'y a pas l'argent dedans. Voilà. Ou il y a l'argent dedans, mais ce n'est pas tout le monde qui en profite. Ils ne sont pas nombreux, ces acteurs du cinéma ivoirien, qui arrivent aujourd'hui à s'acheter une voiture facilement, une maison facilement. Ils ne sont pas nombreux. Ça existe, mais oui, ils ne sont pas nombreux, malheureusement. Et ça, c'est ce qu'on connaît
de leur génération, Fortuné, Boïri. Mais il y en a plein qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément contactés par les missionnaires dirigés par Aputu National ou par d'autres internautes ou des influenceurs, mais qui sont retournés pour certains au village et pour d'autres qui sont allés dans d'autres activités pour pouvoir vivre ou même survivre. Et malheureusement, c'est une réalité. Voilà, donc voilà, des jeunes de la nouvelle génération comme Eva Gueye et bien d'autres dénoncent certaines réalités dans le cinéma ivoirien. D'accord. Mimi, alors, qu'est-ce que cette deuxième cagnotte, après celle de Fortuné, révèle sur l'état réel du soutien aux pionniers du cinéma ivoirien? Tu as sorti un mot, réel. C'est la réalité. Tu sais, Boïri a incarné des rôles qui faisaient rêver. Dans ma famille, il incarnait un rôle, celui du monsieur, de ce père de famille nanti, dans une grosse villa avec ses enfants, avec sa femme Delta. Ça faisait rêver. On était jeunes, on a vu cette série. Aujourd'hui, voici sa réalité. C'est vrai, il n'est pas misérable. Il est bien logé, tranquille, mais il traverse une période, une situation. Il est malade. La maladie l'a épuisé financièrement. Parce que ça fait des années qu'il est malade. Et il est resté silencieux en train de se traiter, lui seul, tranquillement. Mais c'est parce que ça a dégénéré qu'aujourd'hui, les gens en parlent. Ça veut dire qu'il est épuisé peut-être financièrement. Tu comprends? C'est la réalité qu'elle a. Et beaucoup d'acteurs vivent cette réalité. Certains même, Ozone a parlé de certains. On a vu le cas de Zoumana. Aujourd'hui, qui est en train de... Sa maison est finie, il va aller habiter dans sa maison. Il y a plusieurs cas comme ça, des gens qui sont malades, des acteurs. Ce sont des humains. Au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, il y a des choses qui arrivent, on peut tomber malade, on peut tomber malade. Akos qui avait fait une vidéo à un moment, Akos aussi, ouais. Parler de son cas, il y a plein de tout ça. Ouais. Donc il y a plusieurs cas. Mais quand on incarne des rôles qui font rêver et qu'on se retrouve dans une situation, les gens ne comprennent pas. Mais avec tout ce qu'il a vécu, tout ça, pourquoi? Mais c'est la réalité, c'est cette réalité-là qui est là. Il faut que les choses changent. Moi, je suis très reconnaissant envers Showbuzz. Aujourd'hui, on parle de Michel Boïri. C'est pas tout le monde qui sait que Michel Boïri est malade parce que peut-être on ne le voit pas sur les écrans et tout. On a mis comme ça en lumière plusieurs cas. C'est vraiment ça fait très mal. Tu comprends? C'est vrai que les circonstances ne sont pas les mêmes, les époques ne sont pas les mêmes. J'ai un pincement au cœur quand je pense à tous ces acteurs de l'autre époque qui auraient pu bénéficier du fruit de leur art en ce moment. Ça me fait vraiment mal. Exactement. Tu comprends? Ozone, tu l'as dit, ce n'est pas tous les acteurs, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas eux tous qu'on voit. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément malades, mais qui vivent dans des situations très précaires. Et puisqu'elles, ces personnes, puisqu'elles restent dignes dans leur mal et tout, elles ne veulent pas s'exposer et tout ça. Donc, c'est tellement difficile. Aujourd'hui, on en parle. C'est déjà même l'occasion d'attirer toutes les personnes, toutes les entités étatiques, n'est-ce pas, pour essayer de pallier ce problème. Parce que je pense que ces personnes se sont donné corps et âme pour, n'est-ce pas, faire vivre le cinéma ivoirien. Alors, comment faire pour qu'une structure étatique prenne rapidement le relais pour aider d'autres anciens? Ozone Afrique Bamba. Alors déjà, il faut militer pour une restructuration dans sa grande globalité de tout l'écosystème de tout l'écosystème du cinéma ivoirien et ça a déjà commencé à travers cette réunion qu'ils ont eue au Yelams. Mimi, tu y étais, où une réunion qui a duré quasiment toute une journée où ils ont fait l'état des lieux, ils ont expliqué leurs difficultés, ils ont travaillé sur les perspectives du cinéma ivoirien. Il faut déjà commencer par ça. Parce que l'État ne va pas se lever un matin pour venir soutenir des personnes physiques. L'État va soutenir des associations ou une grande association. Il ne pourra pas appuyer aussi tous les jours pour venir soutenir aussi. Il pourra appuyer ces missionnaires, ne pourront pas tout faire. Ouais. Voilà, ils vont essayer comme ça, ils vont tâtonner, ils vont prendre des cas qui vont attirer leur attention, mais ils ne pourront pas tout faire, ils ne seront pas là à tout moment. Ouais. Et puis, en vrai, c'est juste de la volonté. Ils n'ont pas c'est pas une vocation. Je veux dire, pas... Il n'y a pas de moyens même mis à disposition. Voilà, c'est des cotisations qui permettent aujourd'hui de réaliser tout ça avec des bonnes volontés. Ça, c'est à saluer. Mais après, pour que l'État s'investisse dedans, il faut une réorganisation, une restructuration, comme je l'ai dit. Il faut que les acteurs même soient
il faut que les acteurs parlent d'une même et d'une seule voix pour qu'on ne sente pas qu'ils sont dispersés. Parce qu'après, quand les intérêts rentrent en jeu, quand l'enjeu devient trop grand, quand l'argent rentre dans quelque chose, on sait, on est des êtres humains. Quand il y a beaucoup d'argent dans un projet, souvent ça part dans tous les sens. Donc il faut que tout soit organisé pour que l'État investisse dedans. Merci, Ozone. Mimi, et toi, j'aimerais savoir ton avis. Comment faire pour qu'une structure étatique prenne rapidement le relais pour aider les anciens? Ozone a parlé de la réunion qu'il y a eu avec les acteurs, mais après cette réunion, on va dans un mois, il n'y a pas de nouvelles. Ça dort encore. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils sont en train de travailler Je ne sais pas. Mais moi mon avis, c'est que les gens continuent de soutenir Apouchou, lui apporter le soutien. Ils continuent de l'accompagner dans ce qu'il fait. Parce qu'une chose est de peut-être essayer d'avoir une autre structure pour aider les anciens. Mais même les jeunes, là, même souffrent, les nouveaux, là, souffrent. Bon, si on doit aider les anciens, il faut quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va venir parler, et puis les gens auront envie de faire. C'est vrai que l'État peut faire, mais il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Parce que l'État va aider combien de personnes? Les gens aussi, les missionnaires vont aider combien de personnes? Mais si les deux, c'est-à-dire que les missionnaires et l'État sont ensemble, ça peut changer le monde, tu comprends? Mais il faut une personne de confiance, une personne qui parle et on l'écoute. Qui règle le problème missionnaire? Quels sont les problèmes? Quand les missionnaires ont des problèmes? Quand les missionnaires ont des problèmes, on voit sur les directs d'Apouchou qu'il y a des gens eux-mêmes qui cotisent pour s'entraider. Tu comprends? À cette question, ce que je peux dire, la démarche de Apouchou est très simple. Il n'impose pas de somme. Les missionnaires, là, c'est pas comme si c'est un seul missionnaire qui donne 45 millions pour une maison. Un missionnaire peut donner 1000 francs. Même 200. Il donne ça parce que ça ne l'appauvrit pas, parce que ça n'a pas impact sur son diminue pas je dis, son argent ne popote ou ça ne l'empêche pas de payer sa maison. Donc si tu peux payer 1000 francs, si tu prends le 1000 francs dans ton argent, parce que chez les chrétiens, on dit quoi? Il faut payer la dîme. Les dons... En fait, Mimi a dit qu'il faut que les missionnaires et l'État se mettent ensemble. C'est pour ça que j'ai posé la question. Quand les missionnaires quand ils souffrent ou ils sont malades, qui leur vient en aide? Souvent, il y a des cas, on a vu des cas ici où l'État a aidé des personnes inconnues. On a vu des cas ici où l'État a aidé des personnes inconnues. Tu vois, même qui ne sont même pas forcément artistes. Il y avait des cas graves ici, des gens qui étaient malades, qui avaient des maladies vraiment très graves. Et puis l'État a fait. Je veux dire que ce n'est pas une obligation. L'État a fait? Tu n'as jamais vu les cas de Hassan Hayek là? L'État a déjà les anonymes. Les cas souvent de Hassan Hayek traite. Et le ministère de la culture, de quoi qui aide là, c'est l'État. C'est l'État qui... Non, mais Hassan Hayek, il avait quand même une organisation similaire à celle de Apouchou. C'est ce que je te dis. Cette organisation-là, quand tu prends la ministre Belmonde, elle est dans le gouvernement. C'est tout ça c'est des gens qui aident, ça fait partie du gouvernement, tu comprends? On ne peut pas citer chaque personne, mais c'est des choses qui se font. Tu comprends? Moi, si vous permettez, mon message va à l'endroit de toutes ces entités étatiques. Je veux parler du ministère de la Culture, avec à sa tête Madame la ministre Françoise Rema qui fait déjà beaucoup, au Burida, au ministère de la Solidarité. Il faut mettre les bouchées doubles. Je pense qu'il faut mettre les bouchées doubles. Il y a des anciens qui souffrent. Ce n'est pas eux tous qui sont connus. Il y a des anciens qui souffrent. La liste, elle se trouve au Burida. Voyez, il faut sortir, il faut faire la liste. Il faut les appeler. Je ne sais pas quelle méthode vous allez mettre en place pour ça. Mais vraiment, il faut venir en aide à ces doyens. Ils ont donné beaucoup pour le cinéma. Ils ont donné beaucoup pour cet art. Et ça ne peut pas rester comme ça. Il faut vraiment faire ce que vous pouvez, mais il faut vraiment leur venir en aide. Propre établissement à Michel Boïri. Et puis, encore merci à Apouchou National pour toutes ces initiatives. Les dernières nouvelles de la disparition de Djigbé Dufar et ses dernières volontés, c'est dans Buzz News. Hier a eu lieu la levée de corps de Djigbé Dufar, chanteur zouglou décédé la semaine dernière. On a des images exclusives pour vous. Chantez, chantez, chantez. À vous.
encore chanter. Il nous a quittés, Voilà. Ce sont des images tristes, des images insoutenables, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, on va dire. Alors, Président, qu'est-ce qu'on sait de la disparition de Djibo Dufar? Hier, nous avons échangé avec Dekis, qui est le président des artistes ivoiriens qui vivent en France. Selon ce qu'il nous a confié, Djibo Dufar, installé en France depuis des années, est décédé le 13 avril dernier à l'hôpital de Créteil d'une embolie pulmonaire suivie d'un cancer du foie. Alors, la maladie s'était déclarée à Abidjan où lui et sa femme, Amoumou, venaient de lancer une entreprise. Rentré en France pour se soigner, il a passé 7 mois en soins palliatifs. Alors, comment il a été pris en charge? Alors, 4 semaines avant sa mort, sa femme avait lancé un appel. Alors, les artistes ivoiriens de la diaspora se sont mobilisés. Djibo, malgré la fatigue, gardait son humour et remerciait sans cesse sa femme. Voilà. Alors, quelles étaient les dernières volontés de Djibo Dufar? Concernant sa dernière volonté, selon Dekis, Djibo Dufar a demandé à sa grande fille et à sa femme Amoumou de l'inhumer en France pour ses enfants. Mais ses frères ont décidé de transférer sa dépouille en Côte d'Ivoire. Tous les artistes ont donc décidé d'être aux côtés de sa femme pour l'organisation d'une veillée artistique le 8 mai prochain à Vitry-sur-Seine. Alors, la question que je veux vous poser, a-t-on le droit d'aller contre les dernières volontés d'un défunt, Mimi? Pas du tout. D'ailleurs, il a passé bon, il peut dire la moitié de sa vie en France. Et ses enfants sont là-bas, son épouse. Et lui-même, dans les dernières paroles qu'il a dites, il dit, pour mes enfants, je veux être inhumé ici. Non, c'est sa dernière volonté. Il faut qu'on respecte sa dernière volonté. D'accord. Ozone, et toi? Alors, je ne sais pas comment les familles sont organisées, je ne sais pas comment sa famille particulièrement est organisée, parce que la logique voudrait qu'on respecte les dernières volontés de quelqu'un qui est décédé, parce que il n'est plus là pour dire, oui, c'est vrai, d'accord, j'ai dit ça, mais je change. Bon, il n'est plus là, c'est fini. Il a déjà dit un truc, logiquement, c'est ce qu'on doit respecter. Maintenant, après, est-ce que chaque famille n'a pas ses réalités, ses coutumes, je ne sais pas, quelque chose comme ça? Parce qu'à mon avis, s'il a dit qu'il aimerait qu'on l'enterre en France, c'est simplement parce qu'il avait envie de rester en contact avec ses enfants qui pourraient avoir du temps pour aller recueillir. Mais ses frères veulent plus facilement. Ses frères veulent l'enterrer auprès de ses siens. Est-ce que c'est mauvais? Non, à la base... Auprès des siens, est-ce que c'est mauvais? À la base, le ramener auprès de sa famille, ici, en Côte d'Ivoire, c'est pas mauvais culturellement. C'est très bien d'enterrer un parent parmi les autres parents qui sont partis plus tôt. C'est très bien. Mais après, s'il a dit quelque chose qu'il voulait vraiment, ça peut, spirituellement, je ne sais pas ce que ça peut créer. Je ne sais pas si spirituellement, il va continuer d'adresser des messages à ses enfants. Maintenant, après, on a des rituels en Afrique ici aussi qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte parce que dans chaque famille, il y a des connexions spirituelles comme ça qui se font pour pallier à ce genre de... Chacun a sa culture. Voilà, en plus, eux c'est des... Je crois qu'il est BT. Voilà, chez les BT, bon, il y a forcément... Il s'est marié légalement avec la dame, avec sa femme. Il a eu ses enfants là-bas qui sont grands. Il a fondé sa famille. Est-ce qu'elle est ivoirienne, sa femme?
Bon. Et même si, est-ce que ça a un rapport s'il n'a avec, pas est-ce que ça a un rapport avec une situation matrimoniale? Si le fait de décider même que toi, tu veux que le corps de ton mari ou bien de ta femme reste là où tu veux, là. C'est quand vous êtes mariés légalement. Ah, maintenant, oui, il a fondé sa famille, il a des enfants. Eux, ils sont là-bas. Bon, ça, c'est vrai, je ne suis pas en train de minimiser la douleur de la famille ici, parce qu'il y a longtemps, ils ont vu aussi leur fils. Il est parti depuis longtemps là-bas, ils vont l'enterrer, ils se disent qu'ils ne vont plus le voir. Eux aussi, ils ont vu de se recueillir sur la tombe. Mais qu'ils pensent aux enfants que lui, il a eu. Tu vois un peu, non? Il faut qu'il pense aux enfants. Normalement, quand quelqu'un dit enterrez-moi dans tel coin, c'est là-bas qu'on l'enterre. Normalement, on ne doit pas aller contre ça. Est-ce que c'est respecté? Moi, je dis, à cette allure, est-ce qu'on ne devrait pas faire des testaments? Parce que quand on entend testament, on pense que c'est pour les Blancs seulement, mais le testament dans le testament, là, c'est peut-être aussi marqué que... C'est l'histoire de testament qu'il a fait comme ça. Le testament, c'est bien. Oui. Quand il dit je veux être inhumé en France, c'est une façon de laisser des traces. De dire oui, mais le dire, mais aussi mettre ça quelque part, écrit quelque part pour que la justice après veille à ce que... Fasse respecter ça. Justement. Et puis, c'est beaucoup de démarches, faire venir le corps, tout ça ici, tout ça, c'est de l'argent, tout ça. En attendant le programme des obsèques, nous présentons encore une fois nos sincères condoléances à la famille et aux proches de Digbé Dufar. Pour info, la dépouille de Digbé Dufar arrive aujourd'hui à Abidjan. Yako à tous. On va souffler en musique avec une prestation, c'est celle de Guardiola et le titre c'est Zou Seplomi. Zou Seplomi. Le respect est le début de la sagesse. Black Chaka, fort. Thierry Desprez, Bekrou, Gina la coordination. Emma Dobré, Annie Gougoua. Mathieu, si dès ton vivant je dis tu n'as pas de vue. Dago, c'est pas ton cercueil qui va coûter millions. Bon, ouais, c'est blé. Bon, ouais, on t'est déjà. Yeah, bon, ouais, c'est blé. Bon, ouais, on t'est déjà. Plombé, Lily de Ueto. Le King Azra, le général. Maman Natou, Tata Kadi. John Prépri. Baba Tchero. Yaya Seigneur Zedré. NSE poignant you qui te surveille poignant oh maman oh ta servante là n'est pas ton esclave, c'est les deux mains qui se lavent à Zozoni oh c'est l'homme qui fait l'homme, c'est comme Angel Manager. Ceux-là, ils n'ont rien compris. Yahweh, ils n'ont rien saisi. Voyez les nouveaux riches, quand ça commence, le dos est gonflé. Ah tiens, oh, petit jeton là-haut, petite grossesse d'eau, ils n'ont plus respect. Oui, petit succès, oh, oh, oh. La sagesse, le commencement de la crainte de l'éternel.
Baby, la gâchette, chante, c'est promis. Naza, Zuzuniba, c'est promis. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Nos tacles. BetClick, le sport partout, tout le temps. Nous sommes de retour pour la suite de Showbuzz et je voyais mon Premier ministre en train de secouer la tête parce qu'il a été vraiment impressionné par ce morceau, surtout le titre. Il était zouseplomisé. Zouseplomi. Il était zouseplomisé. Il a dit que c'était en guéré. Non, embêté. Ça veut dire respect. Respect. Embêté de Gagnoa, c'est ce qu'il a dit. Zouseplomi. Hors antenne, il m'a dit ça, oui. Respect, comment on dit respect en maoka? Respect, Bognan. Bognan. Ah, Bognan. Et en Gban. Bon, je sais pas. Hein. Ça n'existe pas là-bas, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas les gens. D'accord, Ozone, on ne peut pas faire de Showbuzz sans news. Bien sûr. Allez, show news. La 7e édition du quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, le KITA, a lieu très bientôt, donc ce sera le 30 mai prochain. Et avant cela, il y a quelques semaines, la Béret Team, Maï Blonde et Yvonne se sont rendus à Grand Bérébi, précisément au village Néromer, avec des étudiants de Boaké qui étaient en pleine immersion pour se préparer pour la fête. Donc on regarde ce qui s'est passé. Mais c'est l'embouchure
de la Nero et de la mer. C'est la jonction entre l'eau, la Nero, et l'océan, la mer, qui donne le village Nero-Mer. Cette embouchure, c'est un site touristique, l'un des sites touristiques de Nero-Mer. Mais il y a des sites qui sont plus attrayants que ce que vous venez de voir. On y va alors, on y va alors. Nous partons sur un autre site qu'on appelle le village. Mention spéciale à la Team, la sénatrice et Ivan de la Cam. Il y a une question. On n'a pas mangé là-bas. Aïe. Mais là, tu vas finir. J'ai vu les singes là, qui mangeaient là. Bon. Oui. Ah, vous n'avez pas mangé là-bas? Non. D'accord. Là, c'est quoi ça que tu veux demander? Non, je veux savoir, mais dis-nous, est-ce que, parce que vous avez fait quand même un séjour, vous avez fait 24 heures au moins. Hein? Oui, nous sommes arrivés mercredi. Dans la nuit du mercredi, le jeudi, on a commencé à faire... Sans manger, ok, c'est ce que je retiens. Mais après, qu'est-ce que tu peux nous dire qu'on n'a pas vu? Oui, moi, en fait, j'aime bien la culture des Koumen. Quand tu arrives chez un Koumen, ils te donnent la cola avec du piment. Et un peu de cane juice. Donc, les élèves, je voyais les élèves là... Non, juste un peu, je sais que je ne suis pas... Hein, juste un peu. Cette culture me plaît beaucoup. Et les vieux ont donné beaucoup de conseils aux jeunes. Eux aussi, ils ont demandé beaucoup de choses aux anciens sur l'histoire du village, tout ça. Mais comme on ne pouvait pas mettre tout ça dans un seul reportage, voilà. Mais c'était comment l'ambiance avec les étudiants? Oh, une très belle ambiance. Par moment, mais je me joue au moment maintenant. Il a dit, concentrez-vous. C'est quand vous êtes venu faire là. C'est quand vous êtes venu faire là. Regardez-moi, il a parlé sur. Il a dit, restez concentrés. Vous avez fait quelque chose. D'accord, maman, on a compris. Tu sais que c'est des jeunes. Ouais. Moi, ils veulent s'amuser. Mais c'était intéressant. Mais à travers ce reportage, tu découvres que la Côte d'Ivoire, c'est le paradis. Non, mais la Côte d'Ivoire, c'est... La Côte d'Ivoire est bénie. En fait, la Côte d'Ivoire, c'est une bénédiction pour l'humanité. On a trop de... On a trop de... trop joli. Mais regarde, moi, on est allé à San Pedro au Moulou Festi après. Bien sûr, ouais. 2 jours après cet élément. Mais je peux te dire que la Côte d'Ivoire, c'est magnifique. Le paysage, les routes, tu vois. D'accord. Alors, par rapport au Kita, cette immersion représente quoi? Ça fait partie des concours. C'est un concours de l'événement du Kita. Et donc, ce sont des épreuves. Des épreuves. Comme on ne peut pas filmer tous les étudiants, toutes les universités, on a choisi cette université qui vient de Boaké. Tu vas Boaké et venir à Grand Bérébi. C'est un trajet. Du centre au sud. Voilà. Donc, cette immersion fait partie des épreuves du Kita. Effectivement. Des épreuves? Des épreuves du Kita, bien sûr. Donc, il y a beaucoup d'épreuves et il y a beaucoup d'étudiants qui participent, n'est-ce pas, à cette fête. Mais c'est très bien, on salue Ibrahim Fama Diabaté, qui est l'initiateur de ce concept. Bravo en tout cas. Et puis allez-y faire un tour à Grand Bérébi, c'est magnifique. Elle est née à Franceville, au Gabon. Cette auteure-compositrice interprète à traverser les tabous, les douleurs et les silences pour en faire de la musique. Des chorales scolaires du lycée Léomba jusqu'au studio parisien, elle est aujourd'hui une star de la musique urbaine sur le continent. Elle a des choses à dire. Papouase, papouais, recevons Chanel Lakinda. Chanel, bienvenue en Papouasie. Merci beaucoup. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. On parlait de la beauté de la Côte d'Ivoire. Le Gabon, c'est un très beau pays aussi. Oui. On aime bien. Bien sûr. Ouais. Le Gabon est magnifique. Alors, on fonce tout de suite à Face à 4.
Chanel, avant de démarrer nos échanges, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Lève la main et dis, je le gire. Je le gire. Bonne réponse! Chanel, tu as commencé dans une chorale scolaire, pas dans un studio. Alors raconte-nous cette époque. À cette époque, j'étais au lycée. C'est mes années lycée. Donc, j'aimais beaucoup chanter et j'ai été recrutée par une amie. Elle partait toujours à la chorale. Je ne connaissais pas, je pense que j'étais en 4e. Je devais avoir 13 ans. Elle m'a dit non, allons, on va chanter. Parce que nous, on chantait d'abord à l'église. Donc, elle m'a dit allons à la chorale, on va chanter. Parce que entre des permanences, on chantait en classe ou on chantait en classe de permanence. Elle m'a invitée à la chorale et puis on a passé le casting. Et puis, coup de cœur, je suis rentrée dans les anges ABC du lycée national Léomba, au Gabon. D'accord. Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui t'a donné envie de chanter? Ma maman. Elle chante, oui, elle chante. Elle était chantre à l'église. Non. Elle était chantre à l'église. Mon papa, lui, il pousse la chansonnette. Il ne chante pas vraiment, il aime beaucoup plus la photographie. Mais il pousse la chansonnette, c'est un mélomane, quoi. Et dans l'entourage, non? Et dans ma famille, on chante quasiment tous. Ma petite sœur chante, elle chante encore mieux que moi même. Mais elle n'aime pas les feux des projecteurs. Donc souvent, en famille, on est comme ça. Quand on se retrouve, mes neveux... Pourquoi elle garde ce talent? Ah, je ne sais pas, chacun... C'est une femme de bureau. Elle a préféré ce côté-là et moi, j'ai préféré le côté artistique. Donc, voilà. D'accord. Alors, tu as failli ne jamais faire la musique parce que tu avais le dilemme, tu l'as dit toi-même. Tu devais faire un choix entre la musique et les études parce que tes parents, justement, n'étaient pas d'accord avec le fait que tu fasses une carrière. Mais aujourd'hui, ça va. Si tu devais leur adresser, si tu devais dire quelque chose à tes parents, ce serait quoi? Tu regardes la caméra comme ça. Papa, maman, je vois, non? Oui, que ça a commencé dans la douche, ça a commencé au lycée national Léomba, et là, ça se termine sur Showbuzz en Côte d'Ivoire. Bah, tu vois, non? J'avais raison. Alors moi, ce que je veux savoir, Chanel, qu'est-ce que tes parents faisaient concrètement pour marquer... Qu'est-ce qu'ils disaient pour marquer leur mécontentement ou alors... Le désaccord. Le désaccord, justement, le désaccord. Bon, mes parents n'ont pas été hyper stricts dans le fait de... C'était pas vraiment une opposition, surtout quand j'étais à la chorale. Ils m'encourageaient, bon, écoute, ce sont des activités extrascolaires, il n'y a pas de problème, elle peut s'épanouir. Maintenant, quand je suis allée au supérieur, quand c'était maintenant le dilemme entre la carrière et terminer le supérieur, donc j'étais un peu dans la balance, là, mon père a commencé un peu à bouder. Donc, il me boudait, il ne m'adressait plus la parole. Ah ouais? Oui, il a boudé. Maman était vraiment, non, Chacha, fais d'abord les études, laisse la musique, là, fais d'abord les études. Mais moi, je ne me sentais pas à ma place. Est-ce qu'il te punissait? Il te punissait, Non, il te disait certaines choses? Non, pas du tout. Il boudait juste? Il boudait seulement. Il donnait leur avis, mais je n'étais pas en cage. J'avais le droit de faire ça, mais dans le regard, c'était, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais c'est toi, tu es maître de tes décisions. Oh, quand les parents boudent, c'est pas... Voilà, quand ils boudent. Mais moi, j'étais entêtée, j'étais sûre que c'était ça. La musique m'attirait, il n'y avait que ça. Je respirais musique, je parlais musique, je me réveillais musique. Pour la petite anecdote, c'est ma maman qui m'a raconté ça parce que je ne peux pas avoir ce souvenir. C'est avant mes 3 ans ou à mes 3 ans, je hurlais, elle m'avait tout donné déjà, j'avais mangé. Je hurlais dans un coin de la maison et là, elle vient me dire « Mais Chacha, je t'ai tout donné, tu cries comme ça, pourquoi ?» Je lui ai répondu à 3 ans, je m'entraîne. Waouh. À 3 ans, hein? La première fois que ton père ou tes parents entendent ta chanson à la radio ou te voient à la télévision, leur réaction, la première fois, toute première fois. Là, je pense que c'était avec l'aveu. Mon père n'est pas très, très bavard. Oui, c'est avec l'aveu. Mon père n'est pas très bavard, il n'est pas très expressif. Ma maman, elle était fière par rapport à... Mon père aussi était fier, mais vous savez, les hommes, ils sont souvent un peu durs. Façon, donc, il n'avait pas encore parlé. Mais c'est surtout avec l'arrivée de Tizambenge, tout ça, là, mon papa m'a dit, je suis fier de toi. Wow. Pour en arriver là, qui t'a motivé
à vouloir devenir chanteuse? Parce que là, c'est vrai que tu fais la chorale, comme on a dit, c'est une activité extrascolaire et tout. Et là, maintenant, tu veux embrasser une carrière. Qui t'a motivé ou quel a été le déclic? Vous savez, la musique est spirituelle. Hein. C'est que j'avais même pas forcément comme les autres. Oui, quand je regardais un X à la télé, non, j'étais bercée, c'est vrai, par nos différents chanteurs à l'époque, Raboun, Mauvaise Haleine, on était dans le hip-hop, tout ça. Mais, comment dire, j'avais en moi ce truc indescriptible qui me liait à la musique. Je ne pouvais pas m'en défaire. J'avais l'impression que c'était dans mes veines, en fait. Et je n'avais pas forcément un mentor que je suivais, mais quand je ressentais que quand je chantais avec les autres, en harmonie, je me sentais bien, je m'exprimais, je libérais certaines émotions que je n'exprimais pas forcément ailleurs. Donc, c'est plus spirituel qu'autre chose. Je pense que c'est une affaire entre Dieu et mon âme là-bas. Alors, Chiza Mbengue, ce morceau-là, ce morceau-là a provoqué un choc sociétal en parlant de Chiza. Jusqu'aujourd'hui. Ce que je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui encore, certaines femmes t'en veulent? M'en veulent. Oui, ça me revient toujours dans la face. Si j'ai un petit souci, là, ou si je suis dans la sauce, ouais, Chiza, oui, comment tu as fait pour soutenir les Chiza? Tu as encouragé, tu as fait l'apologie des maîtresses. J'ai toujours dit, je ne fais pas l'apologie de quoi que ce soit. Parce que même moi aussi, on me trompe. Donc, je ne fais pas l'apologie, j'ai juste parlé d'un fait de société. Toi aussi, on te trompe. On me trompe. Comment tu sais? Parce que fini par attraper. Est-ce que les hommes, vous êtes mal? Comment? S'il vous plaît, Ozone, il faut pas... C'est Chanel. Doucement avec Chanel. Elle nous attaque. Non, t'inquiète pas. Chanel, comment tu l'as attrapé? Comment tu l'as attrapé? Je déconseille. Vraiment, c'est que pour les professionnels. Je déconseille. J'ai cloné le téléphone. Oui. C'est qui recevait, il recevait. Qui t'a fait ça? Qui t'a envoyé là-bas? Inspiration divine. Donc, tu clones le téléphone. Oui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, ce qui reçoit, je reçois. Maintenant, qu'est-ce que tu as reçu? Comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu as reçu? Et qu'est-ce que tu as reçu, par exemple, Chanel? Pardon. Ça, c'est interdit au moins de... Mais Chanel... Ozone ne va pas plus loin. En tout cas, ce que j'ai reçu était adulte, oui. Ah, tu as reçu? Okay. Oui, des choses très adultes. Photo, vidéo? Plus des écrits. Plus des écrits? Oui, c'était les romans et des romans. Mais écrit, est-ce que c'était un roman? J'ai lu. Chanel, mais est-ce que c'était vraiment... Peut-être c'était IA. Est-ce que c'était lui qui a écrit? Ça n'est pas IA. Mais Chanel, tu sais, tu as cloné, non? C'est peut-être que quelqu'un a cloné là-bas. Et puis c'est venu chez toi, justement. Les gens font tout aujourd'hui. Chanel, quand tu reçois le premier message, dans quel état tu es? En transe. En transe, le corps tremble. Tu es jalouse? Oui, mais c'est bon. Avec l'expérience, là, ça là même. Bon, ce qui concerne l'infidélité, là, je ne m'en mêle plus du tout. D'accord, tu clones plus. Maintenant, tu clones plus. Ah, d'accord. Maintenant, tu clones plus, tu fais quoi? Rien, ça ne me regarde pas. Tu n'es pas un enfant. Fais de ta vie ce que tu veux, papa. Tu sais, Chanel, il y a un proverbe papouas qui dit chez nous, quand un serpent te pique, quand tu vois le ver de terre, tu passes à côté. C'est ça? C'est ça, oh. Mais il y a un truc... C'est la jungle. D'accord. Il y a un truc quand même... Vous êtes restés ensemble, pardon, Ozone. Non. Vous êtes séparés? Oui, voilà pourquoi je dis je déconseille. D'accord. Ça, là, quand tu vois, tu ne vas pas rester. Ozone? Il ne faut pas faire. Le mot Chiza, c'est un mot qui n'était pas connu. Tu as finalement mis ça dans les habitudes même des Africains francophones. Aujourd'hui, quand on dit Chiza, tout le monde sait automatiquement ce que ça veut dire. Deuxième bureau. Ça vient d'où, le mot, l'expression Chiza? Ça veut dire quoi, Chiza? Chiza, c'est la maîtresse. Chiza, c'est celle qui n'est pas officielle. Chiza, c'est celle qu'on voit un peu en cachette. Ça vient d'où le mot? C'est un mot qui existe dans une langue? Non, ça n'existe pas dans une langue. C'est un mot avec des sonorités du pays. Là, c'est vraiment un concept qu'on a inventé, en fait. C'est vraiment un mot qu'on a traficoté, mais avec la sonorité. Ce sont les parents qui ont créé ça ou c'est vous-même les jeunes? Nous-mêmes. D'accord. C'était mon petit frère qui nous traitait toujours de Chiza parce qu'on se retrouvait toujours ensemble et puis
on débattait un peu sur nos différentes aventures. Donc, il disait que, hey, vous là, lui, il a ce truc d'inventer des mots. Il devait être une bande de Chizambengue. Donc, ça m'avait tellement fait rire. J'ai dit, je vais mettre ça en chanson. Et ça a eu du succès. Et ça a eu du succès. Chanel, tu fais du R&B, de l'afro-pop, du reggae, raga dancehall. Les artistes qui font plusieurs univers sont souvent incompris. Ça t'a coûté quoi, cette polyvalence? Beaucoup de critiques. On pensait que je ne savais pas où j'allais. Parce que vraiment, vu que j'ai un album qui s'appelle Éclectique, c'est là où je voulais faire comprendre aux gens, en fait, que j'ai beaucoup de cordes à mon harpe, on peut dire. Donc, c'est que j'ai tellement de cordes, comme un peu sur une guitare. Tu vas jouer, mais il n'y a pas qu'une seule corde sur la guitare. Moi, j'ai plusieurs cordes, donc j'utilise toutes les cordes. Et je chante selon ma sensibilité, selon que la musique me parle. Je n'ai pas forcément un canevas dans lequel tu vas... Évidemment, il y a ma touche, il y a mon identité, mais je laisse la sensibilité. Mais ça t'a coûté quoi, cette polyvalence? Cette polyvalence-là m'a coûté d'être incomprise, évidemment, parce que on pensait que j'étais une artiste perdue qui n'avait pas d'identité. Ah. Parce qu'on va retrouver du zouk, on va retrouver de la variété, on va retrouver du rap, on va retrouver de la dancehall, mais finalement, qu'est-ce qu'elle veut? Non, mais c'est ça, Chanel. C'est ça, son univers. Moi, je chante la musique que j'aime. Je n'ai pas un style particulier. Et tu peux tout faire aussi. Nito, puis Caramel, 2 singles, 2 atmosphères. On va y arriver, 2 atmosphères, 2 morceaux. Tu vas nous raconter l'histoire de ces 2 morceaux. On va juste marquer une autre pause, puis on revient. D'accord. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi zo. Le Vieux-Tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Nous sommes de retour pour le dernier virage de cette émission. Notre invitée du jour est la Kinda Chanel, que j'aimerais qu'on applaudisse très, très, très fort. La Kinda. Alors, Chanel, tu as parlé publiquement de violence conjugale et tu as dit « Je t'aime, mais je pars. Je t'aime, mais je préfère le respect ». C'est quoi cette histoire? Il s'est passé quoi? Ah, c'est l'IA. C'est quoi? Tu as dit que c'était pas l'IA. C'est pas hier. Non, c'est pas hier. Non, mais plus sérieusement, c'est une relation dans laquelle j'étais et les disputes ont commencé à devenir un peu... La relation a commencé à devenir un peu toxique. Disputes, incompréhension sur incompréhension. Et le premier coup est parti entre les cris, entre les disputes. Le coup est parti et puis ça, je n'ai pas toléré. J'avais déjà toléré un peu les polémiques sur polémiques, etc. Mais ça faisait beaucoup de pression. Et après, lorsque le premier coup est parti, j'ai dit non. J'ai dit ça c'est le summum, quoi, la cerise sur le gâteau. J'ai complètement dit non. Et quand j'ai fait ma sortie, les gens pensaient que c'était un buzz. Ils pensaient que je venais, c'était la sortie de quelque chose. Un projet. Chanel, c'est un projet. Un album qui sort ou un Exactement, single, ou un single, elle fait la promotion. Mais je ne me suis pas prononcée plus que ça dessus parce que dans ma vie privée, je garde quand même une certaine retenue. J'ai une certaine retenue, donc j'ai juste montré pour dire aux femmes que, voilà, au premier coup, partez. N'attendez pas. Faut pas rester... Faut pas rester là. Faut pas vous taire, faut dénoncer. Faut partir. Est-ce que ça s'est arrangé après? Avec qui? Avec... Mais pourquoi ça s'arrangerait plus que c'était fini? Ça a été... J'ai mis fin à la relation. Il n'y a rien à arranger. C'est pas dans la relation où tu as eu le clonage, hein, c'est pas ça? Non, ça c'est... Non. Ah, ça c'était avant, après? Ça a été avant même. Voilà, ça c'est une relation où j'ai eu... Ah ouais. Voilà, mon cocard. Et puis j'ai dit non, je m'en vais. Donc j'ai dénoncé ça. Et entre-temps, j'avais déjà écrit une chanson qui s'appelait Amour toxique. Oui. Donc, quand je fais sortir ça, je mets un bout, parce que cette chanson ne figure pas dans mon album. Je mets un bout de cette chanson et tout le monde se dit, non, elle fait la promotion de sa chanson. Donc, je me suis dit, bon, ok, d'accord, je me tais. Donc, j'ai laissé comme ça. Après, j'ai eu une interview avec une journaliste du Pays, là où je me suis exprimée. Mais les gens étaient mitigés. Ils se disaient, non, bon, elle pousse le buzz un peu loin. Donc, mais j'ai laissé comme ça. Après, quand ils ont fini par comprendre que c'était vrai, il y a beaucoup qui sont venus me présenter des excuses. Mais bon.
Alors, Chanel, tu es une star, mais tu as quand même mis du temps avant de parler de ta douleur. Alors, selon toi, pourquoi les femmes publiques se taisent aussi longtemps? Parce que on se tait parce que souvent, quand tu es une personnalité ou un personnage public, on t'érige très haut et puis on pense que tu n'as pas de défaut. Donc en fait, on t'idéalise tellement que tu te dis j'ai peur de parler parce que j'ai peur de décevoir, j'ai peur de paraître faible, on a peur de montrer les faiblesses parce que on voit la kinda. Non, on ne peut pas taper sur la kinda. C'est la kinda, c'est... Voilà, limite, on est des surhommes maintenant. Donc, tu prends du temps avant de sortir, mais à un moment, il y a un ras-le-bol parce qu'on est humain. On a besoin de parler, on a besoin de dénoncer, on a besoin d'être entendu. Et là, ton côté humain prend le dessus et tu parles, tu dénonces. Yeah. C'est bien. Mimi est captivée. Voilà, oui. Elle est captivée. J'aime quand elle parle. Tu as aussi rejoint le casting de la série Eki. Oui. En jouant le rôle de Maïmouna, une jeune avocate. Alors, Chanel, la comédienne, c'est juste une parenthèse ou une nouvelle page qui s'ouvre vraiment? C'était une expérience, mais pour apporter une petite correction, non, j'étais la star battue par son mari dans cette série-là. Je m'appelais Diora. J'avais le rôle de Diora, une artiste connue, mais qui subissait des violences conjugales. C'est un rapport avec ce que tu as vécu? Voilà. Non, ça c'était bien avant. Je n'avais pas encore rencontré... OK. Voilà, la personne, c'était vraiment bien avant. Et on a eu l'impression que de la fiction à la réalité, quoi. Et est-ce que ton visage fait carrière dans le cinéma? Je trouve le cinéma un peu difficile. Comment? En fait, si je peux me permettre l'exemple, c'est un peu chiant. Parce que retenir les textes et faire des scènes où il faut être raccord à chaque fois, ça m'a fatiguée. Ça, c'est le truc qui m'a fatiguée parce que... Et puis, c'est une belle expérience parce que je n'arrivais pas à rentrer d'abord dans Diora parce que je restais la kinda. Et apprendre à tuer ton personnage pour en incarner un autre et être crédible, ça a été vraiment une grosse expérience. C'était difficile au début parce que je n'arrivais pas à me détacher de ma vraie personnalité et être Diora, quoi. Alors, de ta petite expérience, qu'est-ce que tu ramènerais du cinéma à la musique? Qu'est-ce que je ramenais du cinéma? Le côté... bon, déjà, je l'avais, être à l'aise devant les caméras. Être à l'aise devant les caméras parce que le cinéma, c'est ça. C'est quasiment comme si tu tournais un clip. Mais ça, c'est différent, c'est parler. Donc, je ne me suis pas sentie vraiment dépaysée avec les caméras. Mais là où je me suis sentie dépaysée, c'est de donner de la crédibilité au texte d'autrui en parlant. D'accord. Donc, et tu as dit que le cinéma était difficile. Oui, c'est difficile. Qu'est-ce que tu allais... Si jamais on te faisait des propositions, de bonnes propositions, est-ce que tu allais cracher dessus ou alors... Non, pas du tout. J'aime bien les défis. J'aime bien les challenges. Et puis ça a été une belle expérience, mais j'avoue que c'était difficile. Parce que comme je suis venue, on m'a jeté comme ça, là, voilà. On m'a jeté comme ça dans la soupe. Et puis on m'a dit, vas-y, on croit en toi. Dans quel rôle tu te sentirais le mieux? Je sais pas, hein. Si je choisis, c'est que ça fait partie de ma personnalité, peut-être. Moi, on me voit toujours dans le rôle de la méchante, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux incarner le rôle d'une servante, une fille de maison? Je sais pas. À condition qu'elle soit méchante. Si je suis méchante. Est-ce que tu accepterais de jouer le rôle d'une Chisa? Oui. Aïe, pourquoi? Chanel. D'accord, alors, Mytho et Caramel, 2 singles, 2 atmosphères. Ces 2 morceaux racontent quoi, Mytho et Caramel? Dans Mytho, je parlais d'un beau parleur. Dans Mytho, je parle d'un beau parleur. Vous avez vu, ici on dit les VI. Ceux qui viennent, qui te racontent leur vie, ils parlent à tchatch. Mais il n'y a rien dedans. Donc... Chanel, pardon, tu veux parler? Non. On parle des veilles. On parle des veilles, tu de président. J'ai dit quoi? On y va, Chanel. Le gars, il n'est pas concentré. Regardez sur moi. Voilà l'invité là-bas. On y va, Chanel. Donc, on parle des veilles et tout ça. On parle des veilles. Dans Mytho, c'est un jeune homme très, très beau. Vous voyez, les gars qui aiment se laper les lèvres, qui sont toujours en salle de sport, musclés, qui racontent n'importe quoi, qui a loué sa petite voiture, là, qui a garé un peu, qui joue avec les clés.
Souvent, c'est pas C'est mytho, non? C'est mytho. Voilà. Donc, c'est là où je dis que quand il me parlait, je sentais venir le mytho. Donc, j'ai écrit cette chanson-là dans cette atmosphère-là. Et Caramel, en fait, je parle de quelqu'un qui fait volte-face. Au début, tu m'as vendu du rêve. Je parle d'amitié et d'amour. Tu m'as vendu du rêve, on était les meilleurs amis, on critiquait les autres ensemble. Mais maintenant, les autres me critiquent avec toi. C'est quoi ça? Tu es venu détruire ma vie, tu as montré l'autre visage. Tu ne vas pas montrer ton vrai visage. En amour, c'est pareil. Maintenant qu'on vit sous le même toit, tu n'es plus le chéri Coco que je connaissais avant. Là. Tu m'as dit de venir vivre avec toi. Quand il vient vivre avec toi, tu me montres un autre visage. Je veux revenir sur les lapins de lèvres en série qui veulent nous frustrer en allant en salle. Voilà. C'est quoi l'astuce pour le détecter? C'est pas écrit sur le fond que c'est un V. Oui, mais dans ce qu'il raconte, tu sais déjà qu'il ment. Il faut lire entre les lignes. Déjà, quand tu es trop musclé, là, tu as beaucoup de temps pour la salle des sports. Hein. Ah. Tu fais quoi en salle des sports? Tu ne travailles pas. Tous les jours. Tous les jours que ton corps, que tu travailles. Papa, il y a un souci. Alors, Chanel, est-ce que tu aurais une anecdote d'un lapin de lèvres qui est venu te draguer? Oui, et en plus, ils sont jeunes. Hein. Oui, ils sont jeunes. Il est venu, très beau gosse, très beau gosse. Venu, il a parlé tout le français qu'il a parlé. Je l'ai regardé. J'ai éclaté de rire. Et je te rappelle. C'était comme un entretien. Tu vois, il vient, il dépose la candidature. Ouais. Tu vois, il parle. Je suis venue au rendez-vous. Hein, parce que ça reste un beau gosse. Hein? Donc, je suis venue au rendez-vous. Et quand je viens au rendez-vous, déjà, quand tu fais que tu lapé les lettres, tu peux me montrer quoi? Mais toi, tu ris et puis tu dis, je te rappelle. Oui, je vais te rappeler. Ah, toi aussi, tu te rappelles comment? Tu as vu déjà dans le film? J'ai vu dans le film, j'ai le scénario, mon frère. D'accord. Je sais que là, il veut atteindre un but. But atteint, ciao, bye-bye. Ouais. Donc, papa, je dois aller chercher mon argent. Je te rappelle. Mais les lapins de lèvres aussi, quand vous arrivez aussi là, aujourd'hui, tu sais qu'à un moment, on a pensé qu'on devait dormir dans les salles de sport. Les lapins de lèvres, ils veulent nous dessaisir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Chanel. Souvent, les tontons aussi chics, sinon pas les tablettes, là, ils sont dangereux aussi. Ceux-là, il y a ceux-là. Il y a les tontons chics là. C'est ceux qui ont la barbe blanche, un peu poivre et sel là. Oui. Voilà. Alors, Chanel, comme je sais que tu as vraiment une expérience et de ta position, tu peux tout de suite détecter un VI ou même mytho et tout. Quand tu regardes Ozone, voilà. Quand tu... Chanel. Ah, il a la paix. Ozone, s'il te plaît. Ton grand frère. Ozone, s'il te plaît. Là, on est en pleine émission. Oui, c'est fait. Voilà. Vas-y, tu peux parler. Quand tu regardes Ozone, à quelle catégorie de personnes on pourrait l'assigner? Bon, ce qui est bien, c'est que Ozone n'est pas trop barbu. Donc, déjà, on se méfie moins. D'accord. Donc... Il gagne quelques points? Oui, il gagne déjà quelques points. D'accord. Ozone n'est pas trop musclé. On sent qu'il fait du sport juste pour entretenir, pour la bonne santé. Hé, ils ont tué l'enfant là! Chanel! Presse, Chanel! Nous sommes... Laisse-la finir! Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, Chanel, vas-y. Après, Ozone aussi, quand il parle, il y en a sous les bigoudis. Tu sens un homme qui parle très bien, qui maîtrise son karaté. D'accord. Donc, c'est que la conversation va être intéressante déjà. D'accord. Merci, Chanel. Je pense que ça... Tu connais l'autre? Je peux faire un câlin, Chanel. On va rester là. On va rester là. D'accord. Souvent, l'autre qui ne bouge pas, il y a Koro. Non, je voulais juste m'assurer. C'est bon. Chanel l'a délivré. D'accord. Il y a des questions, Ozone, Il faut travailler. Le papillon qui tourne. Je sais pas, il y a des problèmes, quoi. Chanel, ton album, le récent, s'appelle Résilience. Résilience par rapport à quoi? Résilience par rapport à mon vécu, par rapport à tout ce que j'ai traversé. La résilience, c'est comme je le dis, c'est pas l'absence de blessures, c'est justement savoir avancer malgré les blessures, avec les blessures. Rester focus sur son objectif, quels que soient vents et marées. Rester focus, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Oui, quelles que soient les embûches, les obstacles, reste focus sur ton objectif, que personne ne te déroute.
Donc, c'est ça, ma résilience. Un album de combien de titres? 12 titres. Tu as bossé avec qui? Il y a eu des collaborations? Je préfère laisser planer le suspense. Chanel, est-ce qu'il y a du rap dans l'album? Oui, il y a un morceau rap. D'accord, on peut le 23 mai, tu montes sur la scène du Trianon à Paris. C'est un rêve accompli, une étape ou juste le début de quelque chose de plus grand? C'est le début de quelque chose de plus grand. Parce que quand même, en plus de 10 ans de carrière, c'est vraiment mon premier spectacle à moi. Et oui, c'est mon premier spectacle, vraiment le premier spectacle Chanel. Et j'espère en faire un ici en Côte d'Ivoire. Bien sûr. C'est le pays qui a donné quand même, qui a joué un grand rôle dans ma carrière. Donc, je serai au Trianon à Paris et déjà, je veux rappeler que la billetterie est ouverte. Sur toutes mes plateformes, vous aurez le lien pour la diaspora, pour ceux qui veulent faire le déplacement. Venez au Trianon, ce sera le feu, le feu, le feu. Et aussi parler de mon album qui sort le 24. Le 24. Le 24 juste après le Trianon. Avril, là? Oui, l'album Résilience sort le 24. Juste après le Trianon, non, le Trianon, c'est le 23 mai. Le 23 et l'album sort... Et l'album, c'est le 24 avril. Oui. D'accord. Okay. Et il va se passer quoi de particulier au Trianon? Moi? Chanel. Oui, je suis particulière. Rien que quand on fait le déplacement pour venir me voir, on se fait incendier par mon talent. D'accord. Chanel, on a été très, très heureux de te recevoir. On te souhaite surtout bonne chance pour la suite de ta carrière. C'est chez toi ici, tu viens quand tu veux. Et puis avec toi, on salue tous les Gabonais, tous les artistes gabonais. C'est toi qui referme l'émission avec Caramel. Merci à tous les Papouas. On se dit à demain. Peace, peace, peace. J'étais ton caramel, tu disais tu m'aimais, tu m'as montré l'autre visage, le vrai visage, tu as caché. Dans les débuts, tout était beau, tellement tu étais bien, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Attentionné, tu étais adorable, gentil et doux. En tout cas, j'ai fait à la cour de notre amour. Mais depuis qu'on est sous le même toit, j'ai l'impression de voir un autre toi. L'ange que j'avais décrit à tout le monde, en réalité, il y avait un cœur noir. J'étais ton caramel, tu disais tu m'aimais, tu m'as montré l'autre visage, le vrai visage, je vais cacher ça. J'étais ton caramel, tu disais tu m'aimais, tu m'as montré l'autre visage, le vrai visage, tu as caché. C'est fini, oh, c'est fini, c'est fini, oh, c'est fini. Je te pardonne, mais toi et moi là, c'est fini, oh, c'est fini. Il dit c'est fini, oh, c'est fini, c'est fini, oh, c'est fini. Je te pardonne, mais marcher avec toi, c'est fini, oh, c'est fini. On parlait de nos business, on partageait nos joies et nos stress. Comme les meilleurs amis du monde, on disait jamais on se laisse. Pas de mauvaises pensées dans nos têtes, même pas après nos prises de tête. Et au fond, on s'aimait bien. Mais depuis un moment, t'as changé de voix. Ce qu'on critiquait me critique maintenant avec toi. Tous mes secrets, tu les dis à tout le monde. On était ensemble, déjà ton cœur était noir. J'étais ton caramel, tu disais tu m'aimais. Tu m'as montré l'autre visage, le vrai visage, je vais cacher ça. J'étais ton caramel, tu disais tu m'aimais. Tu m'as montré l'autre visage, le vrai visage, tu as caché. C'est fini, oh, c'est fini, c'est fini, oh, c'est fini. Je te pardonne, mais toi et moi là, c'est fini, oh, c'est fini. Il dit c'est fini, oh, c'est fini, c'est fini, oh, c'est fini. Je te pardonne, mais marcher avec toi, c'est fini, oh, c'est fini. C'est fini, oh, c'est fini, c'est fini, oh, c'est fini. Je te pardonne, mais toi et moi là, c'est fini, oh, c'est fini. C'est fini, oh, c'est fini, c'est fini, oh, c'est fini. C'est fini, oh, c'est fini, 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 c'est fini, c'est fini. Tu as détruit ma vie. Tu es venu détruire ma vie. Tu as détruit ma vie. Tu es venu détruire ma vie. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vieux tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps.